Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisqu'il n'est pas question d'un témoignage de violences sexistes et sexuelles, mais d'une discussion entre sophrologues engagés. Je reçois Sarah Merlot, fondatrice de la Trêve Sophro, une sophrologue féministe et engagée dans l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. On a discuté ensemble de ce que ça veut dire pour nous, la sophrologie engagée, et comment on accompagne les victimes de violences sexistes et sexuelles. Pourquoi la sophrologie ? En connectant le mental, la tête et le corps, c'est un super outil dans le processus de réparation. On a aussi parlé du fait que nos cabinets peuvent être des espaces de libération de la parole, ce qui est super important. On a aussi évoqué plein d'autres sujets liés au VSS, au féminisme, parce que comme on dit, l'intime est politique. Bonne écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Du coup, je m'appelle Sarah Merlot. Du coup, moi, je suis sophrologue. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Et du coup, j'ai monté un projet qui s'appelle La Trêve Sophro, du coup, pour pouvoir faire ça. Et alors, pourquoi tu as choisi d'accompagner justement les victimes de violences sexistes et sexuelles ? En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont menée à ça. Déjà, je suis féministe de base. Et en fait, c'est vraiment... j'ai pris conscience au fur et à mesure. Évidemment, je pense qu'on ne tombe pas dans le féminisme aussi par hasard. C'est parce qu'on a forcément été touché à un moment donné par des violences... des violences dans notre quotidien, au travail, chez soi, bref. Non, je pense que voilà, c'est pas quelque chose... où on se frotte, mais par hasard. Donc, c'est un peu mon cas. Et du coup, je me suis pas mal renseignée sur le féminisme, sur la domination masculine, sur la société patriarcale. Et évidemment, pendant tout... en regardant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de violences qui étaient exercées à la fois, en majorité évidemment sur les femmes, sur les enfants, et puis aussi sur toutes les minorités de genre, les minorités sexuelles, etc. Donc, voilà, il y a tout un contexte où voilà, moi j'étais vachement portée sur ça. Après, pourquoi accompagner des personnes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a des choses qui sont faites, en fait, en regardant et en faisant un peu le bilan, moi je regardais par exemple juridiquement qu'est-ce qui se passe en fait pour ces personnes-là. Pas grand-chose au final. Clair. On sait qu'il y a on sait qu'il y a 1% des personnes, alors des agresseurs qui sont condamnés par la suite, ce qui est rien du tout sur l'ensemble des plaintes. On sait que socialement, en fait, il y a des choses qui se font, il y a plein d'initiatives qui sont portées par des associations, par des institutions, mais au final, elles sont pas... ça répond pas suffisamment à la demande. Pas. C'est ça. Et du coup, donc là où j'avais envie d'intervenir, c'était plutôt au niveau de la santé mentale. Et quand on y regarde un petit peu, il y a un rapport qui est sorti... qui a été sorti au Conseil de l'égalité femmes-hommes et qui parlait des centres de psychotrauma, des centres régionaux de psychotrauma et qui évoquait le fait que des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, elles mettent en moyenne 13 ans à trouver une bonne prise en charge. Ce qui est extrêmement long, en fait, quand... voilà, c'est ça. Et du coup évidemment, ça me marque, je trouve, ce genre de chiffres. Et il précise même qu'en fait, il y a un quart des personnes qui sont victimes qui ne trouveront jamais ou qui n'auront jamais de prise en charge. Ce qui est pour moi aussi quelque chose d'assez
énorme. Donc en gros, je pense qu'il y a un petit côté où on laisse à l'abandon toutes ces personnes-là et voilà, il n'y a pas forcément de prise en charge qui est vraiment faite pour ces personnes, mais qui en ont vraiment besoin en fait. Il y a un besoin réel. Donc je me suis dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire dedans. Et moi, j'avais envie de m'investir comme ça. Et évidemment, quand on devient... en sophrologue... en tant que sophrologue, je pense qu'on est beaucoup... Alors, il me semble que c'est pas ton cas, mais en tout cas, moi, j'ai fait une reconversion, en tout cas. Voilà, donc moi, je suis passée de la communication à de la sophrologie. Mais en tout cas, je me suis dit que je voulais vraiment m'investir, en fait, dans ce milieu-là. En sachant en plus que du coup, la sophro, c'est quand même une méthode qui est psychocorporelle et que c'est un aspect qui est hyper important quand on a été victime de violences sexuelles, de pouvoir justement venir travailler sur ce qui se passe dans la tête, mais aussi et surtout dans le corps. Ouais, c'est ça. Exactement, avec la sophro, j'avais regardé en choisissant la sophrologie pour me reformer et pour changer de boulot. L'idée, c'était vraiment ça, en fait, de trouver une méthode thérapeutique, une pratique thérapeutique qui puisse travailler à la fois sur le corps et l'esprit. Parce que c'est bien ce que tu dis, c'est qu'il y a un vrai travail à faire de reconnexion entre les deux, il y a un travail à faire sur la tête, sur le corps, et je trouvais que c'était particulièrement adapté, la sophro, parce qu'en fait, en plus, je trouve que ça, avec la sophrologie, on a cette possibilité d'avoir un éventail d'exercices qui pourraient ou non correspondre à certaines personnes, et en tout cas d'être toujours en moyen de s'adapter face à la personne. Ouais, et puis en plus, moi, ça va faire 2 ans et demi que je pratique, donc j'ai toujours les exercices de base qu'on voit en formation, mais après, je me permets aussi d'en inventer, entre guillemets, tout en gardant toujours évidemment, la pratique de base avec l'inspiration, la rétention d'air et la contraction musculaire, mais à partir de ce que les personnes en face de toi vont te dire et de ce qu'elles ressentent, tu peux venir vraiment adapter n'importe quoi, n'importe quel exercice pour que ça ait plus d'impact et plus de bénéfices sur elles, en fait. C'est ça. Et même en fait, donc du coup, pareil, moi j'ai une personne notamment à qui je pense, qui, par exemple, donc en sophro, j'imagine que, bon là, en te suivant, on sait à peu près ce qu'est la sophro. Mais du coup, il y a des exercices qui demandent à scanner en fait le corps. Et pour beaucoup de personnes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles, il y a en fait une problématique par rapport au corps. Il y a vraiment un rapport au corps qui est parfois difficile. Et par exemple, quand on fait ce fameux scan du corps pour pouvoir descendre, avoir un retour au calme, il y a certaines personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ça. Et du coup, évoquer certaines parties du corps, ça peut être assez compliqué. Et donc, je trouve que, effectivement, comme tu dis, il y a toujours moyen avec la sophrologie d'adapter, d'inventer, de trouver un petit truc qui va faire en sorte que on va pouvoir faire l'exercice malgré tout, mais l'adapter à la personne pour éviter qu'elle se sente mal en fait pendant l'exercice. Et donc cette personne, par exemple, au lieu de faire tout le scan, parce qu'en fait, ce qu'elle me disait, c'était évoquer ces parties du corps sans rien, ça la mettait mal à l'aise. Et donc, elle a un truc en particulier, une petite chose qui lui convient, c'est quand je lui dis que c'est une boule d'énergie qui va venir, voilà. Donc toujours des petits tips, des petits machins, en fait, qui vont faire que c'est plus OK pour la personne. Le maître mot de notre métier, de toute façon, c'est adaptabilité. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu. Je pense que c'est pareil pour toi. De toute façon, je crois qu'on a fait la même formation, mais je crois que vraiment, c'est le mot qui nous rabâchait le plus. C'était adaptabilité. Du coup, c'est quelque chose que je mets en pratique littéralement tous les jours. Mais ce qui est vachement bien, parce qu'on est tous particulières avec des expériences qui sont différentes, et dans un contexte de violence sexiste et sexuelle, je trouve que si jamais on s'adapte pas, c'est là où il peut y avoir en fait un truc qui coince, et c'est là où potentiellement en fait on va pas répondre aux besoins de la personne. Donc oui, je pense que c'est hyper important en fait. Je me rappelle que tu m'avais dit quand on avait échangé toutes les deux que quand tu avais évoqué justement l'idée d'accompagner les victimes de violences sexistes et sexuelles, je sais plus si c'était tes formateurs, tes formatrices, mais qui t'avaient regardé un peu en mode oula, attention à ce que tu vas faire.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, il y a un... Je pense que, enfin, quand on fait la Mm. formation comme toi, tu l'as faite, on nous donne enfin, on a des cadres, Ouais. enfin, un cadre particulier. On peut, par exemple, répondre à, par exemple, aider une personne qui a des problèmes Bah, de en fait, sommeil. On peut c'est aider. très généraliste, en fait. On parle pas des sujets un peu touchy, tabous, c'est de la régulation émotionnelle, C'est ça. enfin, réguler l'anxiété. Oui, préparer des sportifs, préparer des examens, etc. Mais par contre, jamais il y a eu un mot sur justement tout ce qui pouvait être état de stress post-traumatique. Il n'y a pas tout Ouais. ça en fait. Pas de... Mais en fait, ouais, c'est vrai qu'on l'évoque jamais. Mais du coup, comme moi, je leur posais la question et que je les Ouais. confrontais, parce qu'il y a des exercices qui, clairement, en fait, on se dit, ah oui, Hmm. ça pourrait être tout à fait adapté. Du coup, il y avait des projections de leur part, parce que en fait, toutes les formateurs, enfin moi j'ai eu Ouais. que des formatrices, mais toutes les formatrices qui du coup répondaient aux questions, bah déjà en fait elles ont été confrontées à des personnes qui ont été victimes de Hmm. violences sexistes et sexuelles. Elles viennent pas forcément pour ça, parce que de toute façon en fait c'est vrai que c'est pas Non. forcément quelque chose qu'un sophrologue ou qu'une sophrologue assume entre guillemets ou dit explicitement qu'il ou elle a envie d'accompagner des Oui, personnes c'est très victimes de rare. On violences commence sexistes et seulement à sexuelles. en voir, bah, notamment grâce à nous. On est les mieux placés pour en Ouais. parler justement de ça. C'est rare, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à en parler, les gens étaient un peu en mode oula, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle est drôlement Ouais. négative. Elle nous ramène des trucs, mais tu sais, loin des clichés qu'on a de la sophro où tout doit être positif, où tu dois être dans le lâcher prise, des machins, les bouddhas. Ouais, bah, après c'est peut-être aussi un... Mais ça pareil, je pense qu'on en Hmm. avait parlé et c'est peut-être aussi un petit cliché, un Ouais, petit stéréotype qu'on a de la sophro et puis enfin d'avoir un truc c'est hyper ça, ouais. zen, hyper apaisant. En fait, bah, évidemment, il y a ce côté où on a un retour au calme, ça je pense que Oui. c'est évident, mais après ce n'est pas que ça et en fait moi quand je décris la sophro, j'aime bien dire qu'il y a trois grandes étapes. Hmm. Le fameux retour au calme mental et Ouais. physique. Et ensuite, un gros travail, en deuxième étape, un gros travail sur les capacités. Et le dernier, sur Hmm. l'estime de soi. Et à chaque fois, quand je présente la sophro et que je la décris avec ces trois grandes étapes, j'arrive à raccrocher en fait les wagons avec Ouais. l'impact que les violences sexuelles et sexistes ont sur les personnes en disant, par exemple, pour l'étape 1, retour au calme, ben, en ayant été victime de violences sexistes et sexuelles, on a tendance, par exemple, à être Hmm. dans l'hypervigilance. Donc, toujours être aux aguets, toujours être un peu stressé, on est tendu, on est Ouais. physiquement tendu, mais aussi on a beaucoup de rumination, on cogite, il y a beaucoup de choses qui reviennent, il y a des Hmm. flashbacks, les reviviscences, etc. Donc toutes les conséquences d'un psychotrauma pour des personnes qui ont vécu des violences. Et donc voilà, l'idée c'est de venir apaiser tout ça, d'avoir un retour au calme, etc. Donc une fois qu'on a passé cette première étape, on va essayer de travailler sur des capacités. Pourquoi? Parce que si on a vécu ces violences-là et qu'on a développé par la Hmm. suite un psychotrauma, et ben du coup potentiellement, on a par exemple notre capacité de mémorisation qui peut en Je être confirme. affectée. Donc voilà, c'est ça. Donc il y a un vrai travail que la sophrologie peut faire pour aider ces personnes qui sont victimes de ça et du coup les aider à se recentrer, les aider à retrouver cette capacité dont qu'ils avaient en fait Hmm. à la base, hein, mais qui a été vraiment complètement sapée par l'épisode traumatique, par le psychotrauma derrière. Donc ça c'est un Oui. exemple hein, parmi d'autres, mais il y a d'autres capacités qu'on peut travailler, comme la confiance en soi, comme la concentration, etc. Il y a plusieurs capacités. Donc je le présente comme ça. Et la dernière grande étape, l'estime de soi, c'est vraiment de se dire, bon bah ok, pareil, en ayant été victime de violences sexistes et sexuelles, clairement, notre estime Hmm. de soi, elle en a pris un coup.
parce que on a été objectivé, parce qu'on a pu être sujet à un moment donné, parce que nos valeurs, notre valeur à nous, qu'on se tout donne ce à qu'on soi, était et tout ce qu'on a elle a construit été... jusqu'ici, c'est balayé d'un coup par les violences, enfin par toutes les Oui, c'est violences, pas ça. seulement sexuelles, ouais, psychologiques et... C'est ça, et du coup, il y a vraiment une importance à remettre les choses, entre guillemets, dans le bon ordre pour cette personne-là, hein, avec ses valeurs, avec ce qu'elle a envie de mettre en place. Et du coup, voilà. Mais je pense que c'est pour ça, pour moi, en fait, même en l'expliquant aux formatrices, en leur disant, je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec la sophrologie. En fait, c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, elles étaient un peu sceptiques parce que en fait, enfin, alors, je ne dénigre pas du tout la sophrologie. Moi, je trouve que c'est une super méthode. Mais du coup, ce qui est proposé actuellement et majoritairement, c'est pour des problématiques c'est ça, généralistes, en fait. Un peu trop généralistes. Alors que ça pourrait avoir un impact beaucoup plus grand, en fait, je pense. Complètement. Enfin, on en revient au fait que ce soit psychocorporel, mais c'est vachement important d'avoir une méthode, une méthode thérapeutique qui lie les deux. Et qui permet de venir remettre le corps en mouvement. Moi, je sais que je fais beaucoup d'exercices de toucher, en fait, juste venir effleurer le crâne, se toucher le visage, les épaules, enfin, tu vois, on fait progressivement de la tête aux pieds. Et ça aide beaucoup, parce qu'en fait, après, tu regagnes des sensations. Je pense, c'est ça, exactement. Je pense notamment à une fois, j'ai une cliente qui venait, et en fait, elle avait vécu des violences sexuelles. Et j'essaie de pas donner trop d'informations. Et en fait, on a fait un exercice justement comme ça de toucher parce qu'en fait, forcément, elle avait du mal à se laisser approcher par son compagnon. Et après cet exercice, elle m'a évoqué plusieurs prises de conscience du fait que, en fait, elle osait pas se mettre de la crème, par exemple, parce que, en fait, c'était se toucher le visage. Et en fait, elle avait un très mauvais rapport à son corps et elle avait plus réellement de sensations physiques. Et le fait de pouvoir faire cet exercice, ça lui a permis de se rapprocher un petit peu plus déjà de son mec, qui... Pas forcément sur le plan sexuel, hein, non, juste le simple toucher, genre, intime. Des petites caresses, ou toucher l'épaule, tu vois, des choses comme ça. Et ça l'a vraiment beaucoup aidé, rien que de le faire une seule fois ici en séance avec moi, par exemple. Mais du coup, ce que tu dis, il y a vraiment deux éléments qui sont importants, je trouve. C'est notamment le fait d'avoir un travail sur le rapport au corps, le toucher, et que la sophrologie permet simplement, et justement sans toucher en fait, sans avoir de contact physique. Il y a un vrai travail qui peut être fait via la sophrologie. Et puis, ah oui, et le côté des ressentis corporels. Avec la sophrologie, je trouve que c'est l'une des pratiques thérapeutiques qui fait que on a vraiment cette attention portée sur tous les ressentis corporels. Et on peut vraiment s'y attarder, on peut vraiment aller chercher en fait les ressentis. Et même quand on n'en a pas au début, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, parce que justement, en fait, chacun... Ne rien ressentir, c'est déjà ressentir quelque chose. Je dis toujours ça aux personnes qui me disent « non, je ressens rien ». Oui, mais ça vient vous montrer qu'effectivement, il va peut-être falloir venir travailler un peu plus comment vous ressentez votre corps, peut-être vous reconnecter un peu plus à lui, etc., quoi. C'est ça, c'est déjà quelque chose, ça parle en fait, c'est déjà quelque chose qui ressort, et du coup ça veut dire quelque chose, et donc c'est ce sur quoi on peut travailler, etc., et avancer. Et en plus, ça montre une possibilité d'évolution, parce que quand on voit après le suivi ou la progression ou l'évolution pendant un programme d'accompagnement, même après, et du coup on voit qu'il y a cette possibilité via la sophrologie de travailler sur ses ressentis. Et c'est vrai que avec des violences sexistes et sexuelles, on s'est complètement détaché de ces ressentis. Parfois, il y a soit une anesthésie, soit on se dissocie. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose où le rapport au corps est complexe. Il est vraiment complexe. Oui, il est justement à l'inverse hyper douloureux, et il va faire ressentir tout fois 1000 par exemple. Où il va falloir justement venir atténuer toutes ces sensations, tous ces ressentis douloureux pour venir détendre le corps, parce qu'en fait c'est les tensions clairement qui font ça, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'il
il y a des fortes douleurs qui sont assez présentes. Moi, j'ai quand même, genre, en tout cas, les personnes qui sont venues, il y a beaucoup, beaucoup de douleurs au niveau des épaules, beaucoup, beaucoup de tensions. Bon, après, je pense que c'est aussi dû à la manière dont beaucoup, beaucoup de personnes travaillent au bureau, etc., etc. Mais en tout cas, c'est vraiment des choses qui se ressentent. Et par rapport au retour de personnes qui, justement, ont fait des exercices, par exemple, debout, enfin, avec les mouvements, avec des petits mouvements doux, etc., il y a aussi cette réappropriation du corps, de se dire ah oui, en fait c'est un moment particulier en sophro où je vais me réapproprier chacun de mes gestes, en plus en me concentrant dessus. Et vraiment il y a un côté où par exemple les retours que j'ai pu avoir, c'est ah je me sens grandi, ah je me sens mais je me sens en fait il y a vraiment ce côté là. Donc il y a un peu de réappropriation du corps qui se fait au fur et à mesure et qui se fait au rythme de la personne. Parfois même aussi, je sais que quand il y a des personnes qui me disent qu'elles n'ont rien ressenti ou qu'elles ressentent pas forcément de sensations, moi je leur pose des questions de est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir, je sais pas, des picotements, des fourmillements ou la tête qui tourne un peu quand on fait les exercices debout. Et à partir de là, elles me disent ah bah oui, c'est vrai qu'en fait j'ai eu ça. Et en partant du picotement, elles vont venir me dire qu'en fait, si, elles ont eu plein de sensations, de ressentis, mais qu'elles les ont pas définies comme étant des sensations, que c'est passé complètement à la trappe, en fait. Oui, c'est le fait de pas forcément mettre des mots sur les ressentis. Mais tellement on n'est pas habitué, en fait. Mais oui, c'est ça. Non, effectivement. Du coup, moi, je trouve que voilà, c'est vraiment une pratique qui est adaptée. On nous l'apprend pas. Je pense pas qu'on nous l'apprendra de suite, en fait, en formation. Mais en tout cas, voilà. Mais l'avantage de la sophro, c'est de rester. Et ça, par contre, je pense que peut-être qu'on te l'a dit en formation, mais en tout cas, moi, c'était un peu ça. C'était plus on reste créatif et inventive, plus on a moyen, en fait, de pouvoir adapter sa pratique. Donc, je me dis, bon, voilà, en fait, on m'a donné des clés, on m'a donné des outils. Moi, je vais m'en servir pour l'adapter à un certain type de public. Et du coup, voilà. Donc, je pense que ça reste très, très ouvert. Enfin, tout en gardant, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, les principes de base de la sophrologie. Tu gardes les principes, mais tu peux détourner. De toute façon, on a tellement d'exercices proposés que tu peux tout détourner. Ouais, vraiment. Complètement, je pense qu'il y a moyen de faire et puis de jamais trop s'ennuyer. Non, c'est clair. On avait parlé aussi, tu disais que tu voulais accompagner justement les victimes qui sont justement qui ont envie de porter plainte ou qui vont être justement confrontées au procès. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Ouais, ça c'est un projet qui se construit doucement mais sûrement. C'est un projet où... alors ça part toujours d'un constat en fait. Donc les personnes parce que forcément en fait quand on a des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles au cabinet, il y a un moment donné, il y a cette question qui arrive de est-ce que je vais porter plainte, est-ce que je vais déposer une main courante, est-ce que je vais... Donc il y a ce côté, cet aspect juridique qui entre en jeu, qui arrive à un moment donné. Donc alors, quand ces personnes-là arrivent, parfois, moi je leur dis les stats, je leur dis concrètement ce qui s'y passe avec mes connaissances, donc déjà ça les prépare potentiellement à ce qui peut arriver, et puis je les mets en contact avec une personne, avec une avocate qui du coup est spécialisée dans les violences sexistes et sexuelles. Alors je précise parce que en fait je veux pas mais c'est ce qu'on se disait en fait, l'idée c'est quand même de créer un réseau pour pouvoir permettre de plusieurs praticiens-praticiennes, mais aussi de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, en fait dans ce milieu-là, pour aider ces personnes-là. Et du coup je les renvoie vers cette personne qui saura les accompagner au mieux dans leur démarche. Ça n'empêche que même si les avocats ou les avocates qui sont formés, il y a malgré tout en fait, il est possible que dans le parcours en fait juridique ou judiciaire, d'être confronté à des personnes qui ne sont pas formées en fait
à accueillir, à prendre en charge des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Et du coup, ça peut provoquer ou ça peut engendrer des violences, du coup, dans le système, dans le système juridique et judiciaire, ça peut engendrer des violences secondaires. C'est-à-dire qu'elles peuvent être accueillies par un policier ou une policière qui n'est pas formé et qui ne va pas comprendre que quand on a été victime, on peut avoir des amnésies traumatiques, totales ou partielles, ce qui fait que quand on raconte quelque chose, parfois, c'est pas clair. Parfois, on va pas donner les choses dans l'ordre chronologique. Parfois, on va oublier certains aspects. Et puis, aussi le fait que les déclarations ne sont pas forcément les mêmes. Parce que ça appuie vachement là-dessus aussi pour dire genre, c'est une menteuse. C'est ça. Ça, je pense que ça fait partie aussi du... comme les personnes ne sont pas formées, ce que tu viens de dire, je pense que c'est que, en fait, on fait émerger ce qu'on appelle la culture du viol, où on pense que majoritairement, les personnes qui vont porter plainte, et donc des femmes, qui vont mentir, elles vont avoir de fausses allégations, alors qu'on sait que statistiquement, alors il n'y a pas de chiffres en France, parce que du coup, je sais pas, mais parce qu'il y a des chiffres ailleurs dans d'autres pays. Je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça, mais je sais pas. Mais en tout cas, les chiffres qui sont donnés, c'est qu'il y a 2,5% de personnes qui font de fausses allégations sur l'ensemble des personnes qui vont porter plainte. Autant dire que c'est rien du tout, parce que il y a peu de personnes qui vont porter plainte, peu de femmes qui vont porter plainte. Donc ça, je pense que de fait, de base, en fait, c'est le sujet de la culture du viol où en fait, les victimes ne vont pas être crues, les victimes, elles vont passer pour des personnes qui ont envie de briser des carrières, qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont envie de... qui l'ont bien cherché au final. Enfin bon, voilà, plein de stéréotypes, plein d'images... Est-ce que t'as bu ? C'est pas possible que ton conjoint te viole. T'avais qu'à faire attention. Ça. Et donc une personne qui... Ah oui, c'est de toute façon la responsabilité, la culpabilité, et elle est remise du côté de la victime alors que ça devrait pas être le cas. Mais en tout cas, des personnes qui prennent en charge en fait une victime de violences sexistes et sexuelles dans un parcours juridique, elle peut faire face à des violences en fait secondaires, à d'autres violences, alors que elle a déjà subi suffisamment de violences, on va dire. Mais donc dans l'idée, c'est de se mettre en binôme avec une avocate. Bon, l'idée c'est que ce soit un peu plus vaste après, mais voilà, pour l'instant je travaille uniquement avec une avocate et qui va me dire quand elle sent qu'il y a une personne en fait on travaille dès qu'elle sent qu'il y a une personne qui subit là vraiment un niveau de violence secondaire assez élevé. Elle fait appel à la sophrologie et donc à moi, et on peut essayer de travailler sur notamment par exemple une préparation à une confrontation par exemple, quand elles sont prévenues suffisamment à l'avance, et pour pouvoir redescendre, retrouver un calme ou au moins une gestion des émotions. Franchement, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, mais une gestion des émotions qui est à peu près OK pour que des personnes qui sont non formées, par exemple en police, arrivent à recevoir la parole, en fait. C'est juste pour que la personne, la victime, soit en mesure de parler et pour qu'elle ne, en gros, se tire pas une balle dans le pied parce que l'autre en face ne comprend rien à ce qui se passe en vrai. C'est ça. Et puis quand t'as quelqu'un qui vient remettre en question ce que t'as vécu ou qui n'est pas spécialement bien formé, qui sait pas trop quoi faire, après tu te dis c'est bon, en fait j'abandonne, ça sert à rien. Parce que c'est ça. Déjà que les agresseurs sont très peu condamnés, si dès le départ t'es démotivé, c'est pas la peine, quoi. C'est que ça même... sert à rien. C'est que c'est un combat d'une vie. Déjà, il faut s'en sortir psychologiquement, physiquement d'une violence qu'on a subie. Et puis ensuite, toute la société nous renvoie l'image de se dire non, en fait, c'est un peu à cause de vous. Ouais, tu portes carrément le poids de plusieurs culpabilités, en fait. C'est ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'être... en gros une béquille à la personne qui va entreprendre des démarches extrêmement difficiles et où l'avocate elle prépare ses clientes et ses clients à leur dire c'est pas sûr, il se passera peut-être rien, ce sera peut-être
Enfin voilà, elle prépare psychologiquement les personnes, mais elle me dit, moi, mon travail quand même, c'est d'être avocate, c'est pas d'être psychologue, c'est pas d'avoir un soutien forcément moral. Elle le fait parce que elle sait très bien que si jamais elle n'explique pas aux personnes, aux victimes, ce qui peut se passer, et donc des fois rien, du coup, c'est une double violence, parce qu'on se dit, en fait, on n'a pas reconnu par exemple le viol, on n'a pas reconnu l'agression, on n'a rien reconnu, et du coup, en fait, ça encore une fois, il y a une négation en fait de l'être, en fait il y a vraiment une négation de la victime, et ça c'est extrêmement dur à entendre. Donc voilà, il y a tout un process où l'avocate a envie d'être accompagnée par d'autres méthodes thérapeutiques, des méthodes thérapeutiques, pour pouvoir faire en sorte que le parcours juridique soit plus ok pour la victime. Non, en tout cas c'est un chouette projet, essentiel. Merci. C'est gentil, merci. Ça se met en place, c'est tout doux, hein. C'est pas... voilà, je travaille, puis surtout, l'idée, c'est aussi de se renseigner aussi sur les conséquences des violences secondaires. Déjà, il fallait l'avoir, l'idée. Tout à fait. Tu peux déjà être fière de ça. Après, il y a beaucoup... c'est gentil, mais il y a quand même des structures comme Women Safe and Children ou le LAO, ou ce genre de structures qui font qu'il y a une prise en charge holistique. Franchement, je m'en inspire vraiment. Il y a une prise en charge à la fois psychologique, mais à la fois juridique, mais aussi sociale. En fait, c'est ça dont on aurait besoin en vrai. Hein. Je pense que ce serait une prise en charge de bout en bout, en fait, de comment on peut sortir par exemple d'un foyer où il y a de la violence, mais du coup, quand on veut en sortir, on va où ? Quand on veut en sortir, on fait quoi avec les enfants si on a des enfants ? Comment la famille, il faut l'accompagner, aussi bien les enfants, la femme, si c'est le mari, etc. Bref, en tout cas, comment on doit accompagner tout le monde. Oui, il faudrait quelqu'un qui soit, une structure qui soit là à chaque étape, à chaque grande étape, pour diriger, pour rassurer, pour expliquer un petit peu toutes les démarches. C'est ça. Et ces structures-là, elles sont, du coup, elles sont pas forcément bien subventionnées, ou alors c'est hyper dur à tenir le cap. Et puis, voilà, elles sont pas encore assez nombreuses. Ce serait génial, en fait, d'avoir des centres comme ça, où en fait, il y a vraiment un suivi avec des personnes très empathiques, avec des personnes qui sont formées, avec des personnes qui comprennent en fait les enjeux en fait que pourraient avoir des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Mais Muriel Salmona, elle disait que justement, en fait, en gros, pour résumer grossièrement, tout le monde s'en fout. Parce que si réellement on voulait faire quelque chose, en fait, c'est possible et c'est accessible. Elle a déjà donné plein d'idées, et pas qu'elle, je cite elle parce que c'est elle que j'ai en tête, mais que c'est vraiment en fait le gouvernement qui s'en fout, qui n'a pas envie d'aider les victimes de violences sexistes, sexuelles, et puis tout autre type de violence d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. Oui, oui. L'actualité te donne raison, je pense. Je veux dire, rien que par rapport à tout le combat qui s'est passé concernant la Ciivise, on voit en fait que même si une instance qui a été justement montée par le gouvernement, ça a été une vraie demande par le gouvernement. Après, je veux dire, c'est une demande gouvernementale. Il y a eu un vrai travail de fait, mais genre monstrueux. On donne, à la fin, il ressort un rapport avec des préconisations, mais il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est sûr, je pense qu'il y a... du coup, je pense qu'il y a une part de... Alors ça, c'est un jugement, hein, c'est vraiment mon avis personnel. Donc après, les personnes en font ce qu'elles veulent, mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment une mauvaise foi particulière du gouvernement, où en fait, on est OK pour pouvoir mettre la grande cause qui sont des agresseurs au gouvernement. On est... Ah bon ? Voilà, c'est ça. Je veux dire, il y a un peu de... On est un peu dissociés là-dedans. Voilà, il y a un petit côté... on dit qu'on fait des choses, mais à part lancer des flyers, etc. Ou alors, j'ai vu la dernière
dernière petite dinguerie, là, c'est que les femmes harcelées dans la rue pour aller se réfugier dans les bars. Purée, trop bien. Oh, c'est génial. Ouais. Avec des hommes violents là-dedans. Ouais, voilà, Oh. c'est ça. Super. Quel bonheur. Bah oui, enfin, je veux dire, bon, je suis pas sûre que le... Ouais, c'est ça. Tellement rassurant. L'endroit soit particulièrement safe. Ouais, c'est ça. Alors, enfin, je pense que et toi et moi, on est en mode quand on accueille des personnes, on est dans un espèce de process où oui, on puis fait ça en sorte prend que du l'endroit temps en soit plus safe, de gagner la soit, confiance de quelqu'un. avec, Pour évoquer tout ça, parce que dès le départ, les gens ne C'est ça. viennent pas en mode bon, j'ai vécu des violences sexuelles, on en parle, qu'est-ce qu'on fait? Non, des fois, elles viennent pour autre chose et ça émerge parce qu'on parle aussi d'autres choses, hein, justement. Et c'est à partir de là que il faut faire super attention et être à l'écoute, attentif, ne pas juger, prendre la personne dans la globalité de son Bah, c'est ça. environnement en plus et de ce qu'elle vit, quoi. Bah exactement, mais je pense que du coup, je pense que les personnes qui ont absolument pas entendu parler de culture du viol, de stratégie de l'agresseur, de toutes ces choses-là, et qui sont censées être des endroits safe, je pense que oui, c'est un peu limite. On va devoir former les C'est un peu patrons de bar. Ouais, clairement. Mais bon, enfin voilà, je veux dire, si c'est les grosses initiatives et comme Après, ça, ils on ont pourra peut-être rien dire les pour flyers aussi. les deux quinquennats. Pas négligeable. Pas négligeable. Ah, c'est important, Alors oui, là, c'est on vrai. peut rien faire. Là, c'est Ah, waouh. ouais. Oui, non, mais voilà. Je m'incline. Oui, gros travail. C'est ça, chapeau bas l'artiste. Non, c'est clair. Donc voilà, mais en tout cas oui, c'est un projet, dans l'idée c'est un des projets, après j'en ai plusieurs Oui. qui vont graviter autour du fait de prendre en charge des personnes qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes. Le fait Oui. d'essayer d'aider les accompagnants aussi, bah là c'est un des projets aussi que Ouais. j'essaie de mettre en place. Et qui justement en fait, enfin l'idée c'est de se dire bon en fait c'est un gros et long et enfin un travail un gros travail en fait pour les personnes qui accompagnent justement des personnes qui sont victimes de violences et que c'est pas évident au quotidien. Alors c'est un privilège hein, en vrai hein, de pouvoir être en mesure d'avoir énormément d'empathie pour des personnes qui sont victimes. C'est un privilège de recevoir la parole aussi de ces personnes. Et ça, je m'approprie pas le propos, hein, je cite, c'est une psychologue qui est au Québec et qui s'appelle Pascale Brion. Et elle travaille justement elle est en particulier focus sur tout ce qui est psychotrauma, sur stress post-traumatique, ils sont etc. tellement Enfin, plus voilà, elle a avancés énormément que nous, de... au Québec, justement, Ah ouais, carrément. sur ces sujets-là. Ouais, c'est ça, c'est assez... Sur le... sur vraiment beaucoup de choses, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant et c'est bien parce que du coup, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses à faire et puis il y a une forte possibilité d'évolution, enfin de progression, en tout cas ici. Et du coup, je trouve que en fait, il y a ce projet d'aidant, en fait, d'essayer d'accompagner des personnes qui, du coup, parfois peuvent se sentir un peu démunies, parfois seules, parce que comme toi et moi, par exemple, on est en auto-entreprise, on est Enfin voilà, on est solo en fait dans notre pratique si jamais on ne parle pas à d'autres personnes. Si nous, on ne fait pas l'effort d'aller chercher d'autres personnes, on va vite être solo. Et quand on reçoit autant de récits de violence, quand on voit une sorte de face très noire, très sombre en fait de la vie, parfois c'est pesant. Ça peut être compliqué. Et donc l'idée c'est vraiment de créer via en fait du coup ce que j'appelle les trêves sorores militantes, des moments de pause où les professionnels qui accompagnent ces personnes-là, les victimes, puissent venir s'épancher, parler de leur pratique, parler des moments où il y a des doutes, parler des moments où en fait elles en ont marre hein, tout simplement, c'est possible, mais aussi parler aussi des choses qui font du bien en fait, et parler des choses qu'elles ont mis en place pour aller mieux en fait dans leur pratique pour pouvoir continuer. Et du coup, Pascale Brion, c'est ce qu'elle appelle un programme d'auto-soin. Et par exemple, ça c'est l'une des choses que je préfère en fait, c'est d'aller chercher le beau
mais pousser le positif au plus, le plus loin possible pour un peu contrebalancer, par exemple, le côté un peu sombre et noir qu'on peut avoir avec les récits de violences sexistes et sexuelles. Et je trouve que moi, ça résonne vachement avec le côté de la sophrologie, où on sera toujours dans une attitude positive, on terminera toujours sur quelque chose de positif. Et du coup, moi, je me disais, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, c'est pas juste, en fait... c'est pas juste je vais bien, tout va bien, c'est ok, c'est pas facile. Ok, on est conscient qu'il y a plein de choses qui sont pas très belles dans le monde. Nous, en tant que thérapeute, on va essayer de donner des outils pour aider les personnes qui en ont besoin. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un peu de mieux. Et puis, nous aussi, il va falloir, pour garder l'espoir, pour garder vraiment cette note positive, on va essayer de pousser mais au plus loin, le côté positif. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et en plus, je trouve que c'est hyper productif parce qu'au final, on se dit, ok, on se concentre aussi sur les choses bien. Et puis ça fait du bien. Et du coup, on a envie de continuer. Et puis on se dit, il y a de l'espoir, il y a de belles choses, donc continuons. Mais c'est vrai qu'à force, c'est... en fait, on baigne un peu toujours dans ces trucs un peu... Comment je pourrais dire ça ? Pas négatif, parce que c'est pas négatif, mais lourd en tout cas, plus lourd. Ou c'est vrai que moi, je lis beaucoup par rapport à tout ça. En fait, je suis comme dans une bulle de féminisme, de choses à mettre en place justement par rapport aux violences sexuelles. Et c'est important de pouvoir trouver quelque chose où on peut relâcher, où on peut penser à autre chose. Parce que c'est prenant en fait. C'est ça, c'est que du coup, il y a ce besoin, en fait, parfois de déconnecter, il y a ce besoin aussi de partager aussi ce qu'on ressent. Et honnêtement, alors je sais pas si c'est... Dis-moi si c'est la même chose pour toi, mais tu vois, par exemple, moi, parfois, bon, déjà, il y a la confidentialité qui fait que, du coup, on peut pas partager toutes les histoires dans le moindre détail, etc. Enfin, il y a des choses qu'on pourra pas dire, de toute façon. Donc ça, on est obligé de les garder pour soi. Ça, c'est un premier point. Mais si on est entre professionnels, il y a quelque chose qui peut être plus fluide. Et puis, de deux, on n'a peut-être pas forcément... Enfin, moi, je sais que parfois, j'ai pas forcément envie de faire peser mes récits. Enfin, comment dire, c'est que toi t'es en capacité si de les entendre avec des amis et d'accompagner ces personnes, mais d'autres n'ont pas cette faculté entre guillemets et n'ont pas forcément les épaules pour entendre tout ça non plus. Ça peut être aussi difficile et sensible, l'envie en fait, c'est ça, oui. Parfois, ces personnes-là n'ont pas envie, c'est pas le cadre, c'est pas... Et je comprends, et c'est totalement entendable, mais du coup, c'est vrai que ça fait potentiellement beaucoup à contenir. Et du coup, ce que dit Pascal Brion, c'est qu'il y a deux choses qui émergent par rapport à cette pratique qui accompagne des personnes qui sont victimes, c'est que soit on peut développer ce qu'on appelle le trauma vicariant, soit on peut développer ce qu'on appelle la fatigue de compassion. Le trauma vicariant, concrètement, c'est on a absorbé un récit d'une personne, d'un de nos clients ou clientes, et en fait, on va être contaminé, entre guillemets, par ce récit, on va développer des troubles qui sont proches du stress post-traumatique. Donc reviviscence, cauchemar, on va avoir énormément d'anxiété, etc. Donc du coup, ça, il y a un travail à faire en psychothérapie derrière pour pouvoir se détacher de ce récit. Et sinon, après, il y a tout ce qui est fatigue de compassion. Et je pense que là, il y a quand même une majorité de personnes qui peuvent être affectées par cette fatigue de compassion, plus ou moins, à des degrés différents. Mais en gros, la fatigue de compassion, c'est plus... on est dans une sphère de l'usure, on est dans une sphère en fait, on a une accumulation de récits. On a notre système compassionnel qui sature, on arrive à saturation, et du coup, hop, on va plus pouvoir entrer en empathie, on va prendre de la distance par rapport à la personne qu'on a en face de soi. On n'est plus en mesure de pouvoir être empathique. Et du coup, on va développer plein de choses comme de la fatigue, on va se sentir vidé complet, on va plus croire, si par exemple on est spirituel, si on est religieux ou religieuse, on va se dire, à quoi bon, de toute façon pourquoi je ne sais même pas si Dieu existe, je ne sais pas si je peux croire encore à mon métier, je ne sais pas si ce que je fais est vachement bien, ou si ça apporte quelque chose, sens, etc. Beaucoup de remises en question. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, je trouve que
ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment dans sa vie, en tout cas en praticien ou en praticienne, mais c'est sûr qu'il faut, et c'est ce qu'elle dit en fait, c'est que ça peut arriver, mais il faut arriver à le contrebalancer avec des choses positives, avec des choses où c'est productif, où on sent qu'on a aidé l'autre et on sent qu'on est bien en fait dans sa pratique. Mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait, il y a eu un moment donné, alors c'est dur pour moi de le dire, mais il y a eu un moment donné, je me sentais vachement vulnérable en fait. Je me sentais vachement affectée par tous les récits, toute l'actualité, etc. Et c'est pas facile à dire, je trouve, en tant que thérapeute, parce qu'on n'est pas censé se dire... Oui, je vois, non, mais en fait, t'es censé garder une image c'est même pas ça, en fait, mais... rien ne te touche, tu dois pas montrer... Ouais. Ouais, c'est ça, on doit pas montrer en fait que du coup ça nous affecte. Et en fait, si, il y a des moments où ça affecte. Bon, après, du coup, c'est pour ça que c'est bien, je trouve, si on peut se le dire en fait. Ne pas se sentir incompétent, ne pas se sentir inefficace, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un objectif de pouvoir échanger. Donc voilà, je le fais j'essaie de le faire au maximum toutes les semaines. Et puis s'il y a du monde, il y a du monde. S'il n'y a pas de monde, il n'y a personne. Mais en tout cas, c'est que c'est très bien, c'est que ça va. Mais voilà, du coup, en gros, l'idée c'est je suis là le mercredi soir. Oui, et moi si jamais il y a besoin. Fallait que je vienne, il faut que je vienne. S'il y a besoin, hein. S'il n'y a pas besoin, si, j'ai envie en de te plus, dire, il y a besoin c'est quand ok, même, hein. mais en fait... Ouais. Non mais bon, voilà, c'est un des projets que j'essaie de mettre en place, du coup. On avait parlé aussi, voilà, que justement MeToo avait permis de libérer la parole, etc. Mais après, la question, c'était qu'est-ce qu'on en fait de cette parole ? Et justement, c'est là où je veux rebondir. C'est que nos cabinets peuvent aussi être un espace de libération de la parole. Et que justement, on peut... Alors certes, on n'est pas psychologue, on n'est pas tout ça, voilà, il faut aussi faire des petits disclaimers, mais que on peut entendre et on peut justement échanger avec nos clients, nos clientes sur ces sujets et libérer la parole aussi de ce côté-là, quoi. Ouais, je pense que c'est un des lieux justement où si on l'assume totalement, tu vois, comme toi tu le fais aujourd'hui en mettant sur Instagram, sur ton site, etc., et dans tout ce que tu pourrais dire, c'est de dire oui, ok, moi j'accueille des personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Et ça, je pense que c'est pas anodin. Le fait de le dire, ça permet au moins aux personnes qui viennent te voir, si elles en ont envie, de pouvoir avoir cette liberté, cette possibilité, en tout cas cette porte ouverte pour venir déposer ce qu'elles ont envie, si elles ont envie de déposer des choses sur les violences sexistes et sexuelles qu'elles ont subies. Et du coup, ça c'est encore une fois pour dire que du coup c'est pas forcément courant encore une fois. Après il y a eu tout un pan de thérapie féministe, etc. qui ont lancé ça. Oui. Mais c'est pas encore très... parce qu'en fait il y a une soi-disant neutralité, une certaine objectivité. Oui, là on parle vraiment de nos pratiques parce que c'est celles dont on peut le plus parler puisque c'est celles qu'on pratique au quotidien et voilà. Enfin, de notre pratique du coup de la sophrologie et comment la sophro peut justement venir libérer... la parole c'est ça, aussi. Parce que du coup, il y a un côté où par exemple, toi, t'as assumé le fait d'être féministe, t'as assumé le fait d'être OK pour accueillir ces personnes, des personnes victimes. Et du coup, c'est sûr que en fait, ça crée forcément en fait cette porte d'entrée. Ça veut dire que l'espace dans lequel les personnes sont, quand elles viennent, elles pourront en fait se déposer ces moments-là. Oui, si elles ont envie, elles savent que... Moi, je peux entendre. Mais voilà. c'est pas forcément évident. Mais oui, tu parlais de neutralité bienveillante et je t'ai coupé du coup, mais c'est vrai qu'on est censé rester neutre. En formation, on nous avait appris à... voilà, il faut garder sa posture, il faut pas parler, il faut pas être trop amical ou machin, mais en fait, tu peux pas, c'est pas possible. Je pense qu'il y a une grosse difficulté avec ça, c'est si on arrive... Enfin, alors... Je pense que vraiment, en fait, c'est difficile de garder cette neutralité, surtout quand on affiche un engagement en fait, très fort. Puis quand t'as des personnes qui viennent te raconter leur traumatisme, etc., en fait, il faut être empathique, il faut être bienveillant, il faut montrer que t'es là et que tu comprends, en fait. Sinon, si tu restes sur ta chaise en mode ok. Ouais.
Ça sert à je quoi, pense que en fait? du coup, il y aura assez peu de libération de la parole. Je sais pas si libération de la parole. Je sais pas si libération de la parole, c'est Bah le bon oui, mot, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on ouais, c'est l'évoque, ça. Mais ouais. c'est vrai que la sophrologie, c'est vrai que la formation, elle fait vraiment un... Elle se veut vachement, en fait, dans la pratique, hyper objective, hyper neutre, avec un peu de distance Ah ouais. malgré tout. Bien sûr, on tape pas la discute avec les clients et les clientes, mais le truc, c'est que... Enfin, c'est pas le café, mais le truc, c'est qu'effectivement, si on n'a pas d'empathie, si on va pas aller... si on va pas rentrer en fait en empathie avec la personne et du coup forcément Bah oui. avoir un lien assez enfin je sais pas comment franchement je saurais pas trop le décrire, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où en sophro on va par exemple la première séance on va beaucoup parler, enfin la personne va beaucoup Oui. parler, mais du coup les séances suivantes bah, on est censé faire beaucoup de pratiques. On est censé assez peu faire parler au final, assez peu échanger, et puis pratiquer beaucoup plus les exercices de sophro. Mhm. Ben, Ouais, c'est cadré, hein. C'est 5 minutes ouais, quand la personne arrive, 10 minutes c'est pour ça. parler de ci, tant de temps de pratique et tant de temps de clôture. Non, en fait, dans la réalité, ça ne Non, se c'est passe pas ça. comme ça. Parce que bah, dans la réalité, en fait, la personne, ça se trouve, elle s'est pris un gros tir pendant la semaine et c'est que c'est compliqué. Elle a eu un cauchemar la veille, enfin, pendant la nuit, enfin voilà, et du coup, Oui. bah, ça a fait réémerger des choses. Elle s'est fait agresser de nouveau, donc elle est en pleine dissociation là quand on est en séance. Non, en fait, Mm. c'est pas possible de juste faire ces fameuses 10 minutes dès le début, en fait, en demandant comment Non, ça pas va, du et tout. puis hop, 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 on enchaîne sur la séance. Bah, je m'en fous si ça va pas. Vous allez lâcher prise C'est ça, aujourd'hui? l'adaptation, bah du coup, là, franchement, si on peut pas être... Enfin, justement, je pense qu'il faut vraiment être adapté à ce niveau-là, et c'est sûr que oui, il y a une grande... Il y a, à mon avis, beaucoup d'écoute et d'empathie à avoir pendant ces moments-là. Ouais. Parce que ces personnes qui viennent consulter, qui viennent dans le cabinet, ce qu'elles recherchent, je pense, enfin en tout cas, c'est vraiment de se sentir, de retrouver un peu d'énergie, un peu de force, un peu de Mm. courage pour pouvoir affronter leur quotidien. Mais si on ne leur permet pas, dans ce cadre-là, c'est pour ça que moi je l'appelle la trêve, vraiment, je trouve que si on leur Mm. permet pas de le faire, et ben où est-ce qu'elles peuvent le faire en fait? Ouais, bah oui. Moi, je leur dis toujours que je préfère qu'on prenne un temps pour échanger. Alors, évidemment, je ne fais pas de Bien sûr, diagnostic, je ouais. donne pas mon avis. Tout ce que je fais, c'est de pratiquer l'écoute active et bienveillante, où je vais reformuler ce que les personnes vont me dire, et comme ça, on va rebondir sur un autre Mm. sujet, etc. C'est une conversation qui reste quand même dans les clous de pourquoi ils Ouais. viennent me voir. Euh, mais au moins on échange sur ce qui va, sur ce qui va pas. Et à partir de ce moment-là, comme elles ont pu verbaliser les émotions, ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc., bah, elles sont bien plus actives après dans la pratique de la Mm. sophrologie et elles peuvent plus se laisser aller pour profiter bah, de l'heure et demie qu'elles s'offrent ce jour-là. Et après, ça va beaucoup Oui, mieux en c'est fait. vrai, c'est vrai. Ça, je trouve que je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. Le fait d'avoir vidé, entre guillemets, hein, si on peut le dire, son sac, Mm. et il y a une espèce d'apaisement après pour pouvoir vraiment se dire c'est bon, maintenant je me mets à fond dans l'exercice. C'est bon, maintenant j'ai pu dire ce que je voulais dire, etc. Ça, c'est Ouais. vrai. Et puis moi, ça me permet aussi de pouvoir adapter après mes Mm. exercices parce que si, par exemple, la semaine d'avant, on s'était dit, bon, bah, la semaine prochaine, on va pouvoir, je sais pas, aborder la confiance en soi, l'estime de soi et que la personne a passé une Ouais. semaine pourrie, qu'elle se sent pas Mm. du tout capable bah, en fait, juste d'évoquer la confiance en soi, bah, on adapte en fait. Mais ça, on le sait pas si on laisse pas la personne Oui, s'exprimer. en 10 minutes, c'est trop court. Enfin, moi, en tout cas, c'est vrai que ça paraît un peu court pour pouvoir laisser le temps à la personne de se dire, ok, je vais pouvoir un petit peu déposer ce que j'ai envie de déposer. Mm. Mais oui, oui, je pense que c'est vrai. En tout cas, le fait, moi, je rebondis juste sur le fait de... en tout cas, pour la sophro, il peut y avoir peut-être une chose sur laquelle nous on peut moduler, mais effectivement par exemple toi avec les podcasts, le podcast que tu fais, ça donne justement en fait ce côté où en fait la personne peut aussi parler
peut justement conscientiser la chose, peut aussi prendre conscience de certaines choses dont elle avait peut-être pas pris conscience, mais en lui disant et en s'écoutant derrière, il y a peut-être quelque chose qui va émerger. Donc il y a un gros travail sur la parole qui est fait via ton podcast en tout cas. Moi j'en suis persuadée. Merci. De toute façon, c'est pour ça que je l'ai lancé. C'était déjà parce qu'en fait, personne ne parle réellement. Enfin, quand je dis personne, c'est pas les victimes, hein, c'est la société en général. On parle pas des conséquences des violences sexistes et sexuelles. On parle de quand ça arrive, mais par contre, derrière, c'est le flou total. Moi, je suis d'accord. C'est en me renseignant de mon côté et en allant fouiller, en allant lire, en écoutant d'autres témoignages que je me suis dit ah mais oui en fait ce comportement que j'ai c'est justement une conséquence de ces traumas-là en fait. Si j'agis comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé ça à l'époque. Carrément, mais je pense qu'en plus ça permet de déculpabiliser de ses propres comportements. Moi j'ai vachement vu en atelier de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Les personnes qui ont participé, elles ont partagé en fait leur expérience. Et du coup, moi, une fois qu'elles avaient fait une espèce de petit tour pas de table, enfin en tout cas qu'avaient échangé, moi je rebondissais sur leur expérience et je leur disais, bah, vous voyez en fait le fait par exemple d'être devenu alcoolique, ça c'est un des comportements, un des troubles qui est développé parce qu'on a développé un psychotrauma, donc on va avoir des troubles qui vont être liés à de l'addiction et du coup bah, vous avez, enfin en plus elle me disait qu'elle était sortie de cette addiction, que ça faisait plusieurs années qu'elle était sortie, mais que c'était extrêmement dur quand même pour elle, mais en tout cas que ça avait impacté sa famille et son estime d'elle-même, parce que du coup ça voulait dire qu'elle succombait à quelque chose, qu'elle était incapable entre guillemets de pouvoir faire autrement qu'en buvant. Et du coup bah, ça permet de déculpabiliser, de lui dire bah, en fait c'est pas de votre faute, vous avez fait tout ce que vous pouviez en fait, c'est que si on vous avait dit que l'alcoolisme par exemple bah, c'était une des conséquences des violences sexuelles, si on veut raccourcir un petit peu, et si on lui avait dit, peut-être qu'il y aurait eu un travail, un accompagnement de psychologue, de psychothérapeute, etc. pour que l'addiction soit arrêtée le plus tôt possible, soit pour lui donner un accompagnement qui ne lui fasse pas culpabiliser sur son comportement. Et même, ça permet aussi, et c'est là où moi j'ai vraiment un truc en tête, c'est comment on fait pour accompagner les personnes, l'entourage, la famille, d'une personne qui est victime de violences sexistes et sexuelles. Parce que un enfant qui a une maman, par exemple, qui est alcoolique, qui n'a pas réussi à prendre soin de ses enfants, parce que simplement elle n'est pas en mesure ni en capacité de le faire, et comment on comprend en fait sa maman, tu vois, il y a un truc où en fait on fait des générations de personnes qui ont un déficit, des carences affectives, parce que en fait leur mère, je sais pas en fait, mais en tout cas je prends l'exemple de la maman en fait, que leur mère elle a pas pu leur donner toute l'affection, toute l'attention dont ils avaient besoin. Donc je trouve qu'il y a même un truc à chercher autour de la famille, de comment on fait pour accompagner les personnes pour qu'elles comprennent dans quoi leur mère, leurs parents, leurs tantes, j'en sais rien, mais en tout cas sont. Mais ouais. Mais oui, là, la question de l'entourage et de la famille, c'est clair que pour la plupart, pour généraliser un peu, quand tu viens dire que tu as été victime de violences sexuelles, en fait, c'est comme une bombe qui vient leur exploser à la tronche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et à l'heure actuelle, c'est toujours aussi difficile d'aborder ces sujets. Et pour moi, il n'y a personne aujourd'hui qui est en mesure d'expliquer à l'entourage, en tout cas d'avoir une certaine pédagogie pour dire... parce que c'est clair. Si c'est, par exemple, dans ta situation, si tu dois expliquer, en plus, avoir de la pédagogie pour dire ça, c'est la culture du viol, c'est ça c'est le système de l'agresseur, j'ai des comportements qui sont comme ça, mais parce que c'est dû à ça...
Et puis même si la pédagogie qui est là, il y a quand même un écart générationnel. Et ça, franchement, on peut pas le nier. C'est que la génération de mes grands-parents, de mes parents, c'est pas notre génération. Il y a des trucs, je pense, sur lesquels, qui pourront pas vraiment comprendre comme nous on les comprend, parce que, je vais parler surtout pour les femmes de ma famille. Elles aussi, en fait, elles ont vécu ça, mais pour elles, c'était pas, c'était une logique normale, si on peut dire. Oui, parce qu'il y a des choses qui étaient intégrées. Et elles sont pas capables de comprendre. Ouais, c'est ça. Elles sont plus capables d'admettre que, en fait, ce qu'elles ont vécu, c'était pas forcément normal. Et que oui, il y a la culture du viol qui existe, etc. Mais elles l'admettent pas du tout, quoi. Oui, il y a des choses qui sont ultra intégrées, en fait, à... Elles ont de la misogynie intégrée aussi. C'est difficile. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que, du coup, le fait de se lancer, en fait, dans les violences sexistes et sexuelles, c'est un énorme programme, je trouve, parce que en fait, comme... Je finissais un bouquin, c'est Le berceau des dominations, là, de Dorothée Ducy sur l'inceste. Elle dit que ça éclabousse tout le monde. Et ben moi, je suis d'accord, ça éclabousse tout le monde. Vraiment tout le monde. Dans le sens où... c'est pas dans le sens où ça salit. Hein. Ce que je veux dire, c'est que dans le sens où ça va vraiment toucher tout le monde. Et je pense que c'est là où tout le monde, entre guillemets, devrait avoir une certaine conscience de sa responsabilité dans la société, en fait. Mais bon, je pense que ça, c'est un gros travail de sensibilisation et d'éducation. Mais oui, pour pouvoir entendre ces paroles et pour pouvoir faire bouger les choses, c'est vrai que tout le monde doit être impliqué. Et c'est pas évident, et je suis d'accord avec toi, il y a peut-être des âges, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont intégré un système, et leur faire déconstruire ce système, c'est dur. C'est très, très dur. Oui, c'est ça, c'est pas impossible. Et je dis pas que tout le monde est pareil, évidemment pas du tout. Mais en tout cas, je parle de ce que je connais, donc ma famille, c'est vraiment difficile. Et à chaque fois que les sujets sont évoqués, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, je me dis « Oh là là !» Et le pire dans tout ça, c'est que des fois, ils ont des propos, ils se rendent pas compte que moi, j'ai aussi été victime, en fait. Et ce qu'ils disent, ça m'impacte directement, même si c'est pas moi le sujet, en fait. Et ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels je n'arrive plus, en fait, à fermer ma gueule. Autant avant, je pouvais me taire. Et autant maintenant, en fait, ça va partir en conflit, mais parce que je supporte plus qu'on puisse encore avoir des paroles comme ça, alors que... Allô les gars, votre fille a vécu ça. Votre petite fille a vécu ça aussi. Oui, il y a peut-être une forme de... alors, je n'en sais rien. Oui, c'est ça. Je suis là. Une petite forme de... Puis, en fait, j'aurais jamais caché, tu vois. Oui, mais après, comme on le dit, il n'y a pas plus... Mais voilà, ils ont intégré tellement de choses puis il y a peut-être aussi une forme de déni dans le genre, du style... bien sûr, je comprends que ça puisse être difficile pour des parents de se dire où ma fille était violée. Voilà, c'est ça, mais je pense que... Bon, effectivement, il y a mieux. Dans le programme, oui, c'est sûr, on se dit pas que ça va être quelque chose qu'on va envisager dans le cours de vie de sa fille ou de son enfant en général, mais oui. Mais oui, je pense que... Mais il y a de ça aussi, en fait, c'est aussi d'accepter que les violences, elles existent bien, puis elles existent vraiment dans un système... dans un milieu... familial, intrafamilial, je veux dire avec des gens qui sont proches, c'est pas l'inconnu de la rue, pas forcément. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, très rare, ça, en fait. c'est pas du tout la majorité, en fait, c'est que 10% dans les cas d'agression, donc non, en fait 90% c'est autre chose, il se passe autre chose et ça se passe très généralement. C'est les proches, c'est la famille, donc c'est dur, hein. Je pense qu'il y a une forme de je veux pas voir parce qu'en vrai, du coup, peut-être que ça me responsabilise, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'aurais dû ou pu faire. Pour moi, de mon côté, c'était sûr. Et je pense qu'ils doivent se dire, on n'a rien vu, puisque comme c'était mon ex, Dirk, moi je dis mon agresseur maintenant. Avec ma meilleure pote, on a une petite... on l'appelle d'une certaine façon, mais je ne divulguerai pas ici. Mais Laura, si tu m'écoutes, tu sais. TMTC, ouais. Non, S, pardon. Mais ouais, du coup, je pense qu'il y a ça aussi, de se dire, j'ai pas vu, en fait. Et je pense que là, ma mère, elle fait vachement plus attention avec ma petite... Enfin, vachement plus attention, c'est peut-être pas la bonne tournure de phrase, mais avec ma petite sœur, en tout cas, elle est plus attentive, je pense. Sur certaines choses, ouais. Mais en vrai, je pense que... Alors,
Et du coup, ça me fait juste rebondir sur un bouquin que j'ai terminé qui s'appelle Faire justice, il me semble. Et en fait, c'est assez intéressant parce que t'as... En gros, on est d'accord que quand on pense une violence sexuelle, on va penser à la victime et puis à l'agresseur. On aura deux entités. Mmh. Mais le truc dans ce bouquin, c'est de se dire, bon, ok, il y a ces deux entités, mais il y a aussi l'entourage, la famille ou Ouais. la communauté dans laquelle gravitaient, dans laquelle étaient ces deux personnes. Et dans l'idée, c'est en fait pour régler un conflit ou un problème, ou en tout cas pour essayer de passer après ce conflit, enfin vraiment d'essayer de le résoudre d'une certaine manière. Hein. Je sais pas comment est la résolution, mais en tout cas on peut trouver une résolution. Ouais. C'est d'impliquer en fait ces trois entités, mais en incluant l'entourage, en incluant la famille si c'est dans une famille. Mmh. Et simplement de se dire aussi, d'avoir un tout petit peu peut-être de déculpabilisation, enfin en tout cas de déculpabiliser la famille dans le sens où on est tous et toutes socialisés à accepter les violences en fait. Donc peut-être que effectivement c'est entre guillemets normal que ces personnes n'aient rien vu, parce qu'on n'a pas envie en vrai de voir des violences. On n'a pas envie de voir ça, mais une fois qu'on est confronté à la parole de la personne, c'est de se dire « Ok, bon, peut-être que là, je vais me remettre en cause, je vais essayer de relire ma vie sous le prisme d'un système patriarcal où il y a de l'oppression, où il y a des violences. » Mais ça, c'est un vrai travail que des personnes, que l'entourage... il faut qu'il soit d'accord en fait de le faire. En fait, s'il n'est pas d'accord, rien ne changera en fait. Oui. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est aussi difficile pour eux, j'imagine, enfin pour tout l'entourage, déjà de savoir comment réagir, de savoir quoi faire. Et il faut vraiment éduquer là-dessus. Mais je pense que c'est pour ça, il y a un vrai... on sait bien, hein, on se concentre sur les victimes, enfin il y a des choses qui se font en fait sur les victimes, sur comment on les accompagne, mais je suis persuadée qu'il y a un truc à faire sur comment on fait aussi pour accompagner la famille pour que la victime elle soit toujours ok, mais aussi pour reconstruire en fait une vie de famille peut-être aussi par rapport à ça. Si par exemple on parle d'inceste, mais ça peut être très bien comme dans ta situation où c'est ton agresseur, c'était ton ancien compagnon, et du coup il a forcément fréquenté ta famille, il a forcément fait partie en fait du cercle familial à un moment donné. Donc comment on restructure tout ça en prenant en compte ce passé, mais en restructurant pour pouvoir essayer de l'améliorer, comme tu dis, peut-être être plus attentif ou plus attentive à de potentiels signes en fait, des red flags qui feraient que en fait, on serait face à un agresseur par exemple. En tout cas avec le livre de Dorothée Zucchi, je sais pas si tu l'as lu, franchement non. Vraiment je le lirai aussi certainement pour avoir des franchement connaissances. Très 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 bien fait. Elle écrit j'adore comment elle écrit, elle est drôle même, je pense que elle est cynique plutôt, mais j'aime bien aussi les autrices un peu comme ça. Je trouve que Muriel Salmona elle a un peu du genre aussi, hein. Tu vois, un peu dans ce genre où parfois elle te fait des petits pics, comme dans par exemple Triste Tigre, où même l'autrice elle t'engueule, t'as l'impression, tu vois, des trucs un peu comme ça. Donc oui, je trouve que c'est... T'as vraiment, en fait, t'as pas un truc lisse, t'as vraiment un truc vrai, en fait, avec une personne en chair et en os derrière, donc qui a vécu aussi des choses pas faciles, donc donc je trouve qu'on le ressent bien, et j'aime bien aussi, ce genre de choses. C'est un peu le ton que j'essaye d'avoir quand je fais des posts perso sur Après le vide, justement, genre pas être toute lisse, etc., mais venir dire les choses telles que je les ressens, en fait, parce que c'est comme ça que je les ressens, et j'ai pas envie de lisser ou d'enjoliver les choses. Puis, je pense que de toute façon, les choses... Puis de toute façon, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais je suis très second degré et je suis très humour frontal, on peut dire ça comme ça. Écoute, moi je trouve que c'est très bien. Où j'ai mes mécanismes de défense certainement qui se mettent en place et qui... Voilà, enfin bref. Mais bon, en fait, Ou des fois, on me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là, elle est complètement cinglée.
Non, je pense pas, franchement. Très honnêtement, je pense pas que tu sois cinglé. Et je trouve que c'est bien, en fait, d'être un peu authentique, en vrai. Hein. Si c'est une manière pour toi de faire les choses, ben, je trouve que c'est très bien. Et que t'as tout intérêt à l'assumer, à continuer comme c'est. Ma sœur, elle me dit toujours, quand je fais des blagues, je sais pas si on peut parler de blagues, mais bref, genre l'autre jour, j'avais mis une chemise violette. Et je lui dis, bah, elle est violée comme moi, lol. Et elle était là en mode, mais au secours, quoi. Elle m'a dit, mais tu me saoules. J'étais là, oui, peut-être, d'accord. C'était... Bon, bah, je me la ferai à moi-même dans le miroir, celle-ci. Elle est bonne quand même, hein, j'avoue. Ah, c'est bien pour prendre de la distance avec soi. Enfin, c'est cool, hein, non, franchement. Ah oui, bah complètement. Complètement. Le mode dérision à fond, à 10 000%, quoi. Ah oui, bah ouais, ça enfin, c'est un des seuls trucs que j'aime bien, entre guillemets, comme conséquence. Je peux dire ça comme ça. Ouais, j'avoue, il y a des choses dont on s'en fout. Ouais. Ou alors des fois, enfin, c'est vrai que je dissocie encore pas mal. Et genre notamment avant des rendez-vous médicaux. En fait, ça arrive quand je stresse. Et mon mec, il me disait, bah, tu devrais peut-être aller consulter encore et tout. Je dis, ben non, c'est trop bien, comme ça je ressens rien et je suis pas réellement stressée. Laisse-moi avec ma dissociation, en fait. Voilà, j'y trouve les avantages, bordel. Des fois, il me regarde, je dissocie et là, il me dit, ah, tu dissocies? Je dis, ouais. Et puis du coup, bah en fait, tu sais, il capte en fait, donc il me laisse et puis je reviens après et machin. Ouais. C'est bon, je suis de retour. Ok. Je suis là, coucou. Et ça va, t'arrives à revenir. T'as des choses pour revenir après ta dissociation ou pas? Bah ouais, je sais pas si j'ai des choses réellement, mais en tout cas, je reviens vite. Ouais. J'arrive à. C'est un peu un super pouvoir finalement. Je suis plus là. Je suis revenue. C'est bon. C'est clair. Non, c'est pas évident de sortir parfois, en fait. Mais oui, chacun a ses petits trucs. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des odeurs, des trucs, des gestes, des manières d'être touchées à un endroit particulier pour te sortir de dissociation. Je vais donner mon secret, j'ai honte parce que je vais avoir 28 ans cette année. T'inquiète, j'en ai 36. Hein. Eh bien, ma foi... Mon grand secret est que j'ai littéralement H24 sur moi, mon nana avec moi. Ah oui, c'est pour ça, l'âge, tu précises. Écoute, meuf, c'est un truc, c'est bien. Et littéralement, c'est le truc qui me rassure le plus au monde et je ne peux pas vivre sans. C'est-à-dire que là, pendant qu'on enregistre, il est dans ma main. Et genre, ça me rassure. Je sais qu'il est là, je peux le tripoter, me prendre, le machin et tout. Et vraiment, c'est la chose qui me rassure le plus. Et bon, voilà, mon secret est dévoilé au grand jour. C'est donc mon nanin qui me ramène de la dissociation. Et ben, c'est vachement bien. Si t'as trouvé ton truc, c'est génial. Mais tout le monde a un truc, hein. Je pense que sinon, c'est voilà. Dur, hein. C'est mon lien d'attachement. Ouais, le truc le plus safe du monde. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter ? Oui, alors pour terminer, moi je pense que c'est bien de profiter, de faire des pauses, de se reposer, de bien kiffer la vie et de trouver toujours le truc le plus positif du monde quand y a un moment donné, bon bah voilà, on broie du noir, mais en tout cas d'aller chercher, comme dit Pascal Brion, la note la plus positive et de pousser le positif le plus loin possible. Voilà. Vous pouvez suivre le travail de Sarah sur @latrèvesophro sur Instagram et la retrouver directement en cabinet à Roubaix. Encore un grand merci à toi Sarah pour cet échange hyper intéressant. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.